Cette émission vous est présentée par Aéropixie, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie. Fréquence Drone, l'interview par Thierry Mort. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'écouter nos émissions sur Fréquence Drone. Notre invité du jour va très certainement intéresser plus d'un télépilote, mais également tous les acteurs de la filière drone. En effet, lorsqu'il s'agit de faire voler un drone, quelle que soit sa taille, sa masse, son utilisation, dès lors qu'il évolue dans l'espace aérien, peut devenir un danger pour les autres usagers. Les SNA, les services de la navigation aérienne, sont aujourd'hui de plus en plus confrontés aux demandes des nombreux télépilotes qui souhaitent faire évoluer leurs drones un peu partout sur notre territoire. Alors comment faire pour réguler tout ceci ? Amine Carré, un ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, s'est penché sur ces problématiques. Co-fondateur avec Stéphane Bascobert de la société Innov ATM, créée en 2014, il déploie des services pour insérer des drones dans l'espace aérien en toute sécurité. Leurs ambitions, rendre l'espace aérien plus sécurisé pour créer et opérer dans les couloirs aériens afin d'assurer les services de livraison par drone. Bonjour Amine. Bonjour Thierry. Alors Amine, je disais en préambule que tu as suivi une formation de haut niveau. Tu as aujourd'hui une quarantaine d'années, on n'en dira pas plus, mais quel est ton parcours professionnel avant la création, en 2014, d'Innov ATM ? Bonjour, merci d'abord pour l'invitation, bonne année à toutes et à tous. Rien d'exceptionnel dans le parcours professionnel avant 2014. Moi je suis ingénieur de formation, j'ai toujours été passionné par l'aéronautique et donc j'ai très rapidement, étant sur Toulouse, travaillé sur des projets pour l'aérospatiale, Airbus, Alcatel Space devenu Thales Alenia Space derrière. Et puis j'ai intégré la société Thales ATM pour travailler dans la gestion de trafic aérien jusqu'en 2014 où j'ai quitté la société Thales pour créer Innov ATM. Parmi les applications déployées par Innov ATM, DroneKeeper est certainement la plus connue des micro-entrepreneurs, notamment des télépilotes et des exploitants dans ce domaine professionnel lors de l'utilisation de l'outil drone. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la finalité de DroneKeeper ? Oui, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, initialement, Innov ATM travaille avec la DGAC principalement sur des systèmes de gestion de trafic aérien d'aviation habitée, donc des systèmes qui assurent la sécurité des aéronefs habités à l'atterrissage et au décollage des aéroports congestionnés. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a une problématique drone qui se pose autour de ces aéroports-là. C'est là qu'on a commencé à travailler avec le DGAC sur cette problématique d'insertion de drones dans l'espace aérien. Et on a créé une première plateforme qui s'appelle USpaceKeeper, qui permet de faire plusieurs choses dans la lutte anti-drone, mais aussi la demande d'autorisation de drone auprès des SNA. Et puis, on a créé un portail pilote dans USpaceKeeper qui permet aux télépilotes de déposer leur mission. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les besoins de l'aviation civile ou les besoins d'une autorité d'une façon générale sur un espace aérien peuvent être différents des besoins et de la vision d'un téléopérateur. Donc, on a choisi de créer DroneKeeper, une application faite pour les télépilotes. On l'a conçu évidemment avec un certain nombre de télépilotes partenaires et de créer finalement deux produits. Un produit pour la gestion d'espace aérien qui s'appelle USpaceKeeper et un produit portail opérateur télépilote DroneKeeper. Alors effectivement, DroneKeeper, c'est une application d'aide à la préparation de la mission. Mais quel est l'intérêt pour l'exploitant d'utiliser cette application-là ? Alors, il y en a plusieurs d'intérêts. Je vais pas vous dire qu'il y en a pas parce qu'on la vend. Et donc, il y en a plusieurs. Le premier, c'est évidemment d'être sûr, d'être à jour par rapport à la réglementation, par rapport aux restrictions permanentes et temporaires, mais aussi d'avoir un portail unique pour le dépôt de mission qui permet de déposer sur USpaceKeeper, sur Alpha Tango et sur d'autres plateformes. Bientôt sur toutes les plateformes françaises, on l'espère, en 2023. Et aussi un début d'outils d'aide aux opérations, un embryon de RP qui permet de gérer l'ensemble des opérations drone au sein d'une équipe. Vous êtes plusieurs sur le marché des applications de préparation de mission. En quoi ton application est-elle différente de celle de tes concurrents ? Alors, on est plusieurs, effectivement. C'est des concurrents, mais c'est avant tout des partenaires. On travaille ensemble, pour la plupart, main dans la main, pour faire évoluer nos applications. On aura un besoin qui est en constante évolution. On est sur un marché naissant, un marché émergent. Donc, on est complémentaires.
on offre tous plus ou moins les fonctionnalités basiques nécessaires à la préparation de mission. Et après, il y a des applications qui vont pousser plus loin sur un certain aspect, d'autres qui vont aller plutôt, comme je disais, sur un outil global de gestion d'opérations, d'autres qui vont avoir un accès plutôt sur les demandes de mission et l'automatisation des process d'obtention d'autorisation. Chacun y va de sa vision, mais moi je considère qu'aujourd'hui c'est des partenaires qui font un formidable travail, tout comme nous, et on fait tous de notre mieux pour pouvoir aider ce marché émergent à se développer en France et partout ailleurs dans le monde. Alors c'est très bien que tu aies parlé de partenariat avec les autres plateformes, parce que l'un des reproches qui est souvent fait par les exploitants de drones, notamment les petites structures, il ne faut pas se voiler la face, c'est certainement l'obligation de se servir tantôt de DroneKeeper, tantôt d'une autre application, en fonction des SNA. Est-ce qu'en 2023, cette situation va s'améliorer, et est-ce qu'on pourra envisager de choisir son application indépendamment des exigences de la SNA ? Oui, complètement. C'est la tendance, étant partenaire avec nos concurrents, comme on vient de dire, et nos partenaires, comme je disais. On a effectivement des accords pour rendre nos applications interopérables en 2023. Donc, j'espère que d'ici la fin du premier trimestre 2023, nos chers clients téléopérateurs de drones n'auront plus à changer de plateforme entre DroneKeeper, USpaceKeeper, Alpha Tango et d'autres plateformes, et pourront garder leur abonnement actuel pour pouvoir déposer un peu partout en France leur demande de mission. Quelles sont les améliorations qui vont être apportées pour 2023 ? Alors, les principales améliorations sur DroneKeeper sur 2023, elles sont sur deux axes. Un premier axe pour amener DroneKeeper, cette fameuse évolution ERP, qui permet de gérer la flotte, de gérer sa maintenance, de gérer la formation des opérateurs et de gérer d'une façon générale l'activité drone de son entreprise. Mais il y a aussi un deuxième axe d'évolution de DroneKeeper pour pouvoir soutenir, supporter et développer et déployer les services USpace avec la rentrée de la réglementation européenne en vigueur fin janvier 2023 en France et partout en Europe. Un télépilote qui prépare sa mission, on considère souvent, à tort ou à raison, celle-ci comme une activité chronophage qui peut lui prendre jusqu'à 2/3 de son temps de mission. Est-ce qu'avec ton application, cela peut permettre de réduire ce temps de préparation de mission ? Alors, dans la rédaction même du dossier, clairement pas, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de génération automatique de dossiers de PDRA ou de SORA, on n'a pas prévu de mettre en place ce genre de fonctionnalité, puis c'est tellement différent, ça dépend des risques sol, des risques air, des niveaux de sail, du drone, de l'opérateur, enfin il y a tellement d'éléments. Par contre, effectivement, DroneKeeper peut être là en soutien et en support pour l'évaluation des risques air et des risques sol. Pour tout vous dire, on est en train, nous-mêmes, InnovaTM, de mettre en place des SORA pour nos clients, et en fonction de la difficulté qu'on rencontre dans la mise en place de ces dossiers-là, on alimente l'équipe DroneKeeper avec des réflexions pour automatiser et pour créer des outils pour faciliter la rédaction des PDRA et des SORA. On essaie de partir du terrain. Toujours pareil, en tant qu'ingénieur, on a plein d'idées. Généralement, elles sont pas les bonnes. Et généralement, les bonnes idées viennent du terrain. Donc, c'est en faisant quelques exercices pratiques sur des dossiers SORA, PDRA, qu'on est en train d'imaginer l'automatisation d'un certain nombre de fonctionnalités. Alors justement, tu parles de PDRA, de SORA. Bon, c'est un domaine et un concept qui demande une certaine connaissance pour pallier notamment au risque sol et au risque air. Tu es en train de préparer quelque chose sur ta plateforme ou quelle va être l'aide ? J'ai vu que tu faisais des webinaires, enfin que ta société proposait des webinaires sur le sujet. C'est quoi l'avenir de DroneKeeper avec PDRA, SORA ? Ce sera quoi, un PDRA ou un SORA Keeper ou quelque chose dans le genre ? Non, c'est clairement pas la tendance aujourd'hui. La tendance, c'est de rajouter des outils supplémentaires dans DroneKeeper pour pouvoir aider à l'analyse des risques sol et des risques air. Je prends un exemple simple, des outils qui vont pouvoir calculer la densité de population en se basant sur des antennes d'opérateurs téléphoniques pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir atténuer le risque sol. C'est qu'un exemple parmi d'autres.
D'accord. Alors effectivement, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, ces problématiques de densité de population, elles varient au fur et à mesure de la journée en fonction de que l'on est en jour ou en nuit, que l'on soit éventuellement en semaine ou en jour férié. Donc effectivement, ça a toujours été un problème. Donc toi, tu envisages de le faire sur un bornage téléphonique, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens ont un téléphone portable, effectivement, on peut le borner, mais il y a peut-être d'autres éléments aussi dans la SORA pour préparer, par exemple, les calculs balistiques sur les Tout à zones de fait. crash, etc. Donc tout ça, ce sera pris en compte après. Tu vas développer des aides à l'analyse. C'est ça, en fait, l'idée, comme je disais, aujourd'hui, nous-mêmes, Innovatem, on est mandaté par un certain nombre de clients pour déposer des demandes SORA. En fonction des travaux qu'on fait, c'est des ingénieurs qui le font. Ces mêmes ingénieurs parlent à leurs collègues à côté pour essayer d'imaginer des outils pour automatiser, accélérer ces dossiers SORA. J'ai pas aujourd'hui la liste exhaustive et je pense que je l'aurai pas avant quelques mois, mais effectivement, en partant du terrain et de l'expérience qui est la nôtre, on essaie d'imaginer des moyens d'automatiser un certain nombre de travaux qui pourront l'être. Maintenant, on est loin de pouvoir aujourd'hui proposer en entrée d'un outil, un plan de vol et en sortie un dossier SORA bien rédigé. Oui, tout à fait. De toute façon, la SORA minute, elle n'est pas pour demain matin. Non. Ça, c'est clair. Alors, dis-moi, cette année va voir l'entrée en application de l'USpace. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Fréquence Drone ce qu'est l'USpace? Alors, je vais essayer. Il faut pour ça, je pense, essayer de revenir ensemble en arrière à quelques années, où avec l'arrivée des drones, principalement l'espace aérien était géré dans chacun des pays par ce qu'on appelle la NSP, Air Navigation Service Provider, qui est le prestataire de services de navigation aérienne au sein d'une aviation civile du pays. Généralement, c'est une autorité régalienne. Avec l'arrivée des drones, il y a un risque de sécurité principalement sur les axes de piste pour les airlines, et donc les aviations civiles ont essayé de mettre en place un certain nombre de systèmes qu'ils ont appelés UTM à l'époque, UAV Traffic Management, pour pouvoir gérer l'espace aérien à basse altitude. Et très rapidement, la question du business model s'est posée, comment on finance ces systèmes-là. D'abord, la première idée, c'était de financer ces systèmes-là avec la taxe de sécurité des airlines. Donc l'airline paie une taxe sécurité à l'aviation civile. Une partie de cette taxe-là permet de financer la sécurité de l'airline à l'atterrissage et au décollage, et donc la sécurité de la navigation aérienne basse altitude. Puis très rapidement, les airlines n'ont pas forcément apprécié qu'ils financent à 100% cette filière-là, et les aviations civiles n'ont pas souhaité mettre en place le même modèle avec les télépilotes de drones, parce qu'il y en a tellement, ils sont nombreux, et les aviations civiles ne sont pas structurées pour pouvoir gérer ces flux financiers avec l'ensemble des acteurs. Et donc, une première réflexion est née aux États-Unis et après a été adoptée en Europe pour dire le rôle de l'aviation civile restera de gérer la sécurité de l'espace aérien quand il y a un sujet de sécurité pour l'aviation habitée, et par contre, quand il y a des opérations qui sont denses ou quand il y a des opérations qui ne sont pas dans des espaces aériens contrôlés, il faut peut-être trouver un autre moyen d'assurer la sécurité des vols de drones. L'autre moyen étant de créer des espaces aériens restreints qu'on appelle USpace, qui prendront la forme de corridors si on est dans des use cases de livraison, ou qui prendront la forme d'un cube au-dessus d'un espace au sol dans des use cases de collecte de data ou d'agriculture. Toujours est-il, c'est un espace aérien particulier qu'on crée pour un besoin particulier dans lequel on déploie des moyens pour assurer la sécurité de la navigation aérienne basse altitude. On ne peut pas aujourd'hui raisonnablement équiper tout l'espace aérien européen de moyens technologiques pour assurer les vols de drones et leur sécurité n'importe où. Donc, on va essayer de concentrer nos efforts là où le risque est important, et le risque sera important quand il y aura des récurrences de vols de drones, une intensité d'activité qui justifiera ces investissements-là. Ces nouveaux couloirs, ces nouvelles zones-là s'appellent des USpace. J'espère avoir été clair. Ah ben, tu as été très clair et merci pour l'effort pédagogique, parce que je pense que plus d'une personne qui nous écoute ne connaissait pas du tout le concept USpace, et pour eux c'était un mot qui avait été encore inventé sans pour autant en connaître la définition.
Alors d'ailleurs, justement, on va ramener ça sur le terrain, puisque comme tu disais tout à l'heure, faut se ramener au terrain. Quel est l'intérêt de l'USpace pour une micro-entreprise, un micro-entrepreneur qui aurait juste une exploitation de drone avec un ou deux drones et qui va travailler, je sais pas moi, en démoussage de toiture ou en captation agricole ou voire éventuellement en thermographie ou en photogrammétrie? Alors, à mon sens, il y a effectivement deux cas d'usage. Soit la personne, l'exploitant en micro-entreprise a une activité standard, donc selon un scénario standard, auquel cas, effectivement, le fait de rentrer dans un use space va être plus contraignant pour lui qu'autre chose, parce que par défaut, il n'a pas de drone au-dessus de la tête. Et quand un use space sera créé, ça veut dire qu'il y a des activités qui sont denses. Dans ce cas-là, pour rentrer dans ce use space-là, si la toiture qu'il doit inspecter, elle est juste en dessous d'un couloir aérien, s'il a besoin de rentrer dans ce couloir aérien, effectivement, il a plus de contraintes que ce qu'il avait avant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il aura des services qui permettront d'absorber ces contraintes-là et il aura l'assurance partielle, n'est jamais totale, de pouvoir naviguer en toute sécurité malgré l'activité qui pourrait être dense de ces d'autres exploitants drones. Donc, pour un use case en scénario standard, l'avantage d'un exploitant, c'est de pouvoir rentrer malgré tout et voler malgré tout un peu partout, tout en ayant les moyens d'assurer la sécurité de son propre vol et la sécurité des vols des voisins. Pour un exploitant maintenant qui vole en dehors des scénarios standards, qui va devoir déposer un SORA, on en parlait tout à l'heure, les moyens qui seraient mis en place dans l'USpace lui permettront d'atténuer justement les risques air et les risques sol liés à son vol. Et donc, au lieu que tout un chacun essaie d'atténuer les risques par rapport à son propre vol, il y a une concentration de moyens, une mutualisation des moyens qui serait faite au niveau des USpace qui permettra à tout un chacun de profiter de ces moyens-là pour pouvoir organiser des vols en bivélos, par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, du coup, on va revenir un peu dans la notion des risques prédéfinis type PDRA, plutôt que dans des analyses strictes de SORA sur des secteurs très précis. C'est bien ça? C'est la vision qui est la mienne, oui, tout à fait. D'accord. Alors justement, tu as beaucoup étudié ce concept de couloir aérien en basse altitude, plus exactement en basse hauteur. Tu as également fait partie de la délégation présidentielle, si je ne me trompe, en 2021 sur le déplacement du Rwanda. Et lors de ce voyage, tu as expliqué, dans un pays qui totalise déjà plusieurs centaines de livraisons par drone, comment l'Europe envisageait des solutions réglementaires. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre franco-rwandaise ? Alors effectivement, on a eu l'opportunité de participer à cette délégation présidentielle en 2021, qui était assez stratégique pour les relations franco-rwandaises, mais qui était aussi assez stratégique pour Innovatm à notre petite échelle, parce que on a pu mettre en place un projet de coopération franco-rwandais entre la DGAC et l'aviation civile rwandaise, et entre Innovatm également et l'aviation civile rwandaise pour pouvoir mettre en place, tester, démontrer des services USpace au Rwanda. Et ce qui est intéressant, c'est que les Rwandais ont fait les choses différemment, c'est-à-dire ils ont commencé par mettre en place les couloirs aériens, ils ont commencé par mettre en place tout un business model et tout un business case autour de la livraison par drone, principalement pour du matériel médical avec la société Zipline. Il faut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que Zipline opère plus de 400 vols par jour au Rwanda, qui est un petit pays, régulier pour de la livraison de sang et de matériel médical par drone. Donc, ils ont d'abord mis en place les opérations et après, quand d'autres opérations non assurées par Zipline ont voulu émerger, ils ont commencé à se poser la question de comment on intègre ces nouveaux cas d'usage à un trafic déjà dense, et c'est là qu'ils ont fait appel à nous pour pouvoir mettre en place des services USpace à l'image des services préfigurateurs USpace qu'on a mis en place en France pour pouvoir assurer la sécurité des vols au Rwanda. Donc c'est une rencontre et c'est une coopération qui est win-win dans la mesure où on apprend de leur cas d'usage
et de ce qu'ils ont pu mettre en place dans la livraison par drone et dans les couloirs aériens et la création de leur use space à eux, de leur corridor à eux. Il y a énormément de corridors qui sont opérationnels aujourd'hui au Rwanda. On apprend de cette expérience-là et on déploie des technologies françaises avec un certain nombre de partenaires français au Rwanda pour assurer la sécurité de ces couloirs-là. D'accord. Alors, plus de 400 vols par jour en grande élongation pour faire de la livraison par drone, je crois que tu es en train de faire rêver plus d'un opérateur français qui aimerait bien pouvoir avoir cette mise en place-là, voire même peut-être européen. Tout à fait, c'est quelque chose qui est réel. Hein. On n'est pas dans de l'utopique, on est dans la réalité. C'est 400 vols opérés par Zipline par jour. Il y a un travail formidable qui a été fait par la RCAA, qui est l'autorité de régulation, pour pouvoir autoriser ces vols-là. Il y a aussi un travail formidable qui a été fait par Zipline pour pouvoir fournir un premier niveau de service assurant à la tour de contrôle la sécurité de ces vols-là par rapport aux aéronefs habités. Et on complète ces travaux-là. Aujourd'hui, nous, InnovaTM, en partenariat avec Rwanda Civil Aviation Authority et Rwanda Airport Company, pour pouvoir créer effectivement ces use space autour de ces couloirs aériens-là. Mais on a beaucoup à apprendre d'eux parce que c'est des gens pragmatiques, c'est des gens qui essayent, qui osent essayer un certain nombre qui relèvent un certain nombre de challenges et qui se posent, à mon sens, les questions de sécurité au bon moment. D'accord. Alors, tu pourrais dire que l'expérience rwandaise a permis de mieux appréhender les problématiques françaises et européennes en matière de trafic en grande élongation et en basse hauteur. Ça nous a permis d'avoir un exemple effectivement qui fonctionne et donc d'apprendre de ce use case-là. Et comme je disais, ça m'a permis aussi de voir qu'on peut réfléchir différemment et on peut mettre en pratique des choses et théoriser sur la base d'un retour terrain et non pas malheureusement l'inverse qu'on a tendance à faire en Europe. Oui, malheureusement, oui, tu as tout à fait raison. Alors Hamid, nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à l'attention des auditeurs de Fréquence Drone ? Je remercie tout le monde pour la confiance qu'ils nous accordent et c'est beaucoup grâce aux opérateurs qu'on peut construire ce genre de service parce que s'il n'y a pas d'opération drone, il n'y a pas besoin de nous. Donc si on existe, c'est grâce à eux. Je veux rassurer l'ensemble des micro-entreprises par rapport à l'arrivée des use space. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est là pour tuer une filière, mais bien au contraire pour la développer, mais pour la développer dans les règles de l'art, de l'exploitation de l'espace aérien, qui reste quand même un sujet régalien assez sensible. On est là pour ça, on va investir, on va accompagner nos clients, on va les aider à construire ces use space-là, on va les aider à opérer dans les use space qu'ils auront pas construits et on leur demande de renouveler leur confiance, de continuer à œuvrer avec nous dans l'amélioration continue des technologies et des services qu'on propose pour pouvoir assurer la sécurité de leur vol au quotidien. Je te remercie Amine et je remercie également tous nos auditeurs. Rendez-vous pour un nouvel invité lors d'une prochaine interview. À très vite et merci Amine. Merci à toi Thierry, merci à tous. Au revoir. Fréquence Drone, l'interview par Thierry Maure. Aéropixie, en 3 mots, c'est... Ah bah non, impossible, ils sont beaucoup trop forts. Aéropixie, c'est une équipe, un savoir-faire, une compétence reconnue dans l'analyse, l'expertise et la rédaction des documents relatifs à la réglementation drone. Une seule adresse, et c'est toujours la même, aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie.